Autrefois, la séduction était un rituel codifié. L'homme avançait et la femme attendait. L'un proposait et l'autre disposait. Il y avait des règles non écrites, un jeu parfois subtil, parfois pesant, mais bien ancré. Puis sont venues les vagues de féministes, les remises en question et plus récemment la secousse, et je vous le donne en mille, #MeToo. Brutal, nécessaire, salutaire. Une libération de la parole qui a fait exploser les anciens schémas et qui, dans son sillage, a laissé une question suspendue. Peut-on encore séduire aujourd'hui sans se tromper de ton, de geste et d'intention? Alors, avant de plonger ensemble dans ce nouveau récit, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, car ici on observe, on décortique, on raconte le réel. Chaque semaine, nous explorons un nouveau regard, un nouveau sujet. Alors, si tu veux faire partie de ce voyage, active la cloche, laisse un like et surtout, installe-toi confortablement car l'histoire commence. Alors, peut-on séduire aujourd'hui sans se tromper de ton, de geste et surtout, plus important, d'intention? La réponse, on la cherche, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, dans les vidéos de rue, dans les tweets acerbes ou les témoignages anonymes. Et ce qui émerge, ce n'est pas une nouvelle règle du jeu, mais un immense brouillard. On a d'un côté des femmes qui réclament plus de respect, plus de subtilité, plus de sincérité, et de l'autre côté, on a des hommes qui disent ne plus oser, ne plus savoir, et surtout très important, ils ne comprennent pas, voire ne comprennent plus ce qu'on attend d'eux. Dans les pays nordiques, en Suède notamment, le rapport semble avoir évolué. Là-bas, il est socialement accepté qu'une femme fasse le premier pas, qu'elle l'invite, qu'elle exprime clairement son intérêt. Mais ailleurs, notamment dans la majorité des pays occidentaux, cette pratique reste marginale. Une petite minorité de femmes osent draguer, mais la norme reste, c'est à l'homme d'aller vers elle. Et quand il ne le fait pas, il est taxé de lâche, d'homme sans initiative, parfois même de gay. Et quand il le fait, il peut être perçu comme un oppressant, intrusif, voire déplacé. C'est cette double contrainte qui étouffe la spontanéité de nos interactions de nos jours. Nombre de femmes affirment vouloir être abordées avec tact, mais rejettent violemment ce qu'elles perçoivent comme des approches maladroites. Elles dénoncent des hommes qui ne savent plus s'y prendre, qui n'ont pas le game comme on aime le dire, et surtout qui manquent d'assurance. Paradoxalement, ce sont parfois ces mêmes femmes qui réclament une égalité totale dans les droits. Mais, vous le voyez venir en mille, un traitement différent dans la séduction. Le fameux Princess Treatment, où l'homme doit initier, payer, protéger, séduire, mais sans jamais brusquer, sans jamais dépasser la ligne mouvement de l'acceptable. Et les hommes dans tout ça, comment vivent-ils cette injonction paradoxale? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, mal la plupart du temps. Beaucoup se replient, ils disent qu'ils n'osent plus parler à une inconnue dans la rue, de peur d'être taxés de d'harceleurs, ils dénoncent une hypersensibilité des femmes, un refus de la plupart des femmes d'être abordées sans méfiance, ils évoquent ces scènes où un simple bonjour ou un compliment peut déclencher une réaction hostile. On est perçu comme des waf waf en rue, juste parce qu'on ose montrer de l'intérêt à une inconnue. Il parle aussi du body count, ce mot devenu l'étendard dans certains cercles masculinistes, et même féministes d'ailleurs. Si une femme a eu trop de partenaires sexuels, elle est disqualifiée, jugée infréquentable, on l'appelle PUTE, vous comprenez que je ne peux pas dire le mot ici. Aussi, on peut l'appeler parfois détraquée, incontrôlable, pas digne de confiance car elle laisse rentrer n'importe qui dans son intimité. Ces mots ne viennent pas de la rue initialement, mais bien des réseaux sociaux, des vidéos vues des millions de fois où on l'explique avec froideur pourquoi une femme trop expérimentée ne mérite pas d'être aimée, encore moins d'être mariée. Car jadis, les hommes sacralisaient la femme inexpérimentée à travers sa virginité. Certains affirment que ce n'est rien d'autre qu'une misogynie assumée déguisée en analyse rationnelle. Et pourtant, derrière cette radicalité, il y a souvent de la douleur, celle des hommes rejetés, humiliés, ignorés, trompés
ou encore qui ont été témoins du mauvais comportement de certaines femmes malheureusement, qui finissent par développer ce que j'appelle une hostilité de défense. Ils racontent qu'il est plus facile de séduire une femme étrangère telle que les Asiatiques, les Européennes de l'Est ou encore les Scandinaves, qu'une Française, une Américaine ou encore une Britannique. Car avec ces femmes étrangères, il y a moins de jugement, moins d'agressivité, plus de douceur, plus de féminité, disent-ils. Parfois avec réalisme, il faut l'admettre, et parfois avec beaucoup de fantasmes. Car derrière l'image idéalisée de la femme étrangère, il y a surtout une peur, celle de ne plus être désirée chez soi. Et pendant ce temps, les femmes, elles aussi témoignent. Elles disent leur lassitude face à des hommes qui ne prennent aucune initiative, qui attendent que tout vienne d'elles. Elles racontent leur rendez-vous où l'homme veut partager l'addition. Non mais quel blasphème! Puis leur fait la morale s'il n'y a pas de suite. Elles dénoncent ces discours masculinistes qui les jugent sur leur passé, leur apparence, leur âge, leur fertilité. Elles aussi se sentent utilisées, réduites à une fonction. Elles aussi veulent être vues, entendues et surtout être respectées. Ce que relèvent ces tensions, c'est un malaise profond. La séduction, au lieu de rapprocher dorénavant, elle divise. Elle devient terrain de lutte, champ de projection, miroir des rancunes. Et dans ce climat, il devient difficile de se rencontrer, car chacun avance avec sa peur, celle de l'humiliation, du rejet, du malentendu, et plus encore la peur de ne pas être assez. Et pourtant, le désir de lien est toujours là. Les hommes comme les femmes veulent aimer, être aimés, vibrer, mais ils ne savent plus comment s'y prendre. Trop de règles, trop de pièges, trop de bruit, trop d'attentes aussi. Alors on se méfie, on se protège, on analyse, on rationalise et on oublie peut-être l'essentiel. Le plaisir de la rencontre, la légèreté du flirt, la magie d'un regard partagé. Mais cette légèreté peut-elle encore exister dans un monde saturé de normes, de récits contradictoires, de peurs sourdes? C'est ce que nous allons essayer d'explorer par la suite. Car si les règles du jeu ont changé, la question reste la même. Comment se plaire sans se perdre? Comment se rapprocher sans se heurter? Approchons-nous un peu de ce qui se joue derrière les apparences, de comprendre ce qui nourrit ce climat de tension et pourquoi la séduction, loin d'être un simple jeu, est devenue un champ de bataille idéologique, émotionnel et culturel. Car aujourd'hui, la séduction n'est plus seulement une affaire d'hommes et de femmes, elle est devenue un miroir de notre société, un révélateur des fractures générationnelles, économiques et culturelles. Ce qui se joue dans un regard échangé ou un message Tinder dit souvent plus sur notre époque que 1000 analyses psychologiques. Derrière chaque tentative de drague, il y a une tension entre envie d'aimer et peur de souffrir, entre désir d'égalité et nostalgie de repères traditionnels, entre romantisme et aussi calcul. Pour comprendre ce chaos, il faut revenir sur un point central, qui est la perte de confiance généralisée, une perte de confiance dans les intentions de l'autre, dans la stabilité des rôles, dans la possibilité même d'une relation sincère. Cette défiance est nourrie par les expériences négatives, mais aussi par les discours omniprésents sur les réseaux sociaux. Chaque jour, des vidéos, des tweets, des extraits de podcasts montés en boucle présentent l'homme comme un manipulateur, un prédateur, un lâche, ou la femme comme une profiteuse, une hypergame, une prédatrice émotionnelle, des clichés qui s'auto-alimentent, qui se renforcent et dressent les sexes l'un contre l'autre. Et l'algorithme, quant à lui, il fait le reste. Il ne montre pas la nuance, il pousse ce qui choque, ce qui polarise. Une femme dit qu'elle veut un homme qui gagne plus de 5 000 € par mois, et voire même plus de 10 000 € pour certaines, qui soit musclé, mature, drôle, fidèle, romantique, dominant, mais aussi doux. En soi, un rêve. Quelques instants de tweet, quelques clics et la vidéo explose. De l'autre côté, un homme dit qu'il ne sortira jamais, au plus grand jamais, avec une femme de plus de 30 ans. S'il ne se prend pas pour DiCaprio, bien sûr, avec les 25. N'ayant pas eu plus de 2 partenaires sexuels, et idem, des milliers de commentaires affluent. La provocation devient spectacle, et le spectacle crée des normes,
ou du moins donne l'illusion de normes. Car dans les faits, les choses sont souvent bien plus floues. Dans la vraie vie, beaucoup de gens veulent juste quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui parler, avec qui rire, avec qui construire, mais ils avancent masqués, par peur, par fatigue, parce que, admettons-le, dire cela semble naïf, ringard, vulnérable. Alors on joue des rôles. On parle en termes de market value, de domination masculine, de femme soumise ou de roi du silence. On rejette avant d'être rejeté et on attaque pour ne pas être touché. Ce climat toxique profite à certains et je pense que vous voyez où je veux en venir. Aux marchands de rêves, aux gourous de la drague, aux vendeurs de formations sur comment devenir un alpha, comment séduire sans parler, ceux qui monétisent le désespoir amoureux comme d'autres vendant des pilules miracles. Leur discours est simple, brutal et efficace. Vous les entendrez dire que si tu veux garder une femme, domine-la, ignore-la, ne paye jamais le premier soir, coupe tes émotions si tu ne veux pas passer pour un faible. Occupe-toi de ton argent, va à la salle et crois-moi, elles suivront comme des aimants. En face, certaines femmes diffusent des messages tout aussi caricaturaux, comme si un homme ne te traite pas comme une reine dès la première seconde, ma chérie, bloque-le. Un vrai mec vrai de vrai, il paye tout. Il supporte tout, il devine tout. Tu es une déesse, ne te contente jamais du moins. Hélas, il faut l'avouer, ce sont des slogans séduisants, mais qui nient la complexité de l'autre, qui font de la relation un rapport de force, un rapport marchand, un calcul de bénéfices. Au milieu de tout ça, on a des hommes et des femmes sincères, mais perdus, qui veulent aimer sans écraser, être aimés sans se vendre, offrir sans se faire avoir, demander sans quémander, des êtres humains en somme, avec leurs contradictions, leurs peurs, leurs espoirs, mais ces voix-là sont souvent étouffées. Elles ne crient pas, elles n'indignent pas, elles ne divisent pas, alors elles se taisent. Dans ce brouhaha, il est important de rappeler que la séduction n'est pas qu'un échange de signaux, c'est une construction culturelle. Ce que l'on trouve séduisant dépend de notre époque, de notre classe sociale, de nos références. Pendant longtemps, l'homme viril, dominant, sûr de lui était valorisé. Aujourd'hui, certaines louent parfois l'homme vulnérable, sensible, à l'écoute, même si, la plupart du temps, leurs actions ainsi que leurs choix de partenaires disent le contraire. Il faut bien l'avouer aussi. Mais ce double discours coexiste encore avec l'ancien, et beaucoup de femmes oscillent entre ces deux attentes. Vouloir un homme fort, protecteur, leader qui gagne bien sa vie, mais aussi doux, respectueux, émotionnel et disponible, ce qui est un rêve, et aussi une combinaison rare. Et inversement, les hommes cherchent des femmes autonomes, très peu ambitieuses, mais très affectueuses, féminines, tolérantes, peu abîmées émotionnellement par leur expérience du passé, ce qui est également un rêve. On veut l'équilibre parfait, on refuse les concessions et la rencontre devient un entretien d'embauche affectif. On coche des cases, on teste, on évalue et au moindre faux pas, on zappe. Allez next, faites entrer le prochain. C'est là qu'on se rend compte que le numérique joue un rôle central. Les applis de rencontre ont changé le rythme, la densité et la valeur perçue des interactions. Quand on a 10 profils en attente, pourquoi faire l'effort de réparer une conversation qui patine? Quand une photo suffit à déclencher ou tuer l'intérêt, pourquoi écouter une histoire? L'abondance théorique crée une rareté émotionnelle. Et cette rareté rend chaque tentative plus fragile. Alors certains se retirent du jeu, volontairement ou non. Ils parlent de dating fatigue, de black pill, de renoncement. Ils ne croient plus en la possibilité d'un lien durable. D'autres deviennent cyniques, ils draguent pour le sport, ils enchaînent les dates sans lendemain, ils se protègent par la dérision, le contrôle et la distance. Mais tout le monde ne veut pas jouer à ce jeu. Beaucoup cherchent autre chose. Ils veulent réinventer, explorer d'autres manières de se rencontrer, de plaire, de s'apprivoiser. Ils créent des espaces de dialogue, des cercles mixtes, des formations à l'écoute active, à la communication, à la bienveillance. Ils osent dire qu'ils ne savent pas toujours comment faire, mais qu'ils veulent bien essayer.
Ces initiatives restent discrètes, mais elles existent. Et elles montrent que le désir d'amour n'est pas mort, il a juste besoin d'un nouvel alphabet. Alors, quelle grammaire pour demain? Quel langage pour une séduction égalitaire, respectueuse, joyeuse? C'est peut-être là que s'ouvre un nouveau chapitre, une exploration à poursuivre. Alors, que reste-t-il à faire? Comment sortir de cette impasse où la séduction semble piégée entre l'attente irréaliste, rancune accumulée et discours extrêmes? Peut-on encore rêver d'une rencontre sincère, d'un jeu amoureux léger, complice et respectueux? Eh bien, je pense que pour commencer, il faut peut-être réapprendre à désapprendre. Laisser tomber les scripts tout faits, les recettes miraculeuses, les modèles idéalisés. La séduction n'est pas un mode d'emploi, elle n'est pas un champ de bataille, c'est une langue vivante, fluide, évolutive. Elle ne peut naître que dans un espace de liberté partagée, et cela suppose d'abord d'accepter l'autre tel qu'il est, sans projeter sur lui tout ce que l'on attend, tout ce que l'on redoute, tout ce que l'on exige. La première clé, c'est l'écoute, non pas celle qui attend son tour pour parler, mais celle qui cherche à comprendre, à entendre ce que l'autre dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas, ce qu'il craint, ce qu'il espère, ce qu'il tait parce qu'il n'ose pas ou qu'il n'a jamais appris. Écouter, c'est reconnaître que l'autre n'est pas un miroir, ni un ennemi, ni un fantasme, c'est un être humain tout simplement. La deuxième clé, c'est la clarté. Oser dire ce que l'on ne veut pas, ce que l'on veut, ce qui nous touche, ce qui nous rebute. Trop souvent, on se cache derrière le flou, par peur de faire fuir, par peur d'être figé. Mais ce flou entretient les malentendus, les frustrations, les conflits. Il vaut mieux un non sincère qu'un peut-être toxique. Il vaut mieux une déclaration maladroite qu'un silence confus. La séduction nouvelle ne se joue plus sur les ruses, mais sur l'authenticité. La troisième clé, c'est la patience. Dans un monde où tout va très vite, les réponses, les résultats, les frissons, prendre le temps de connaître l'autre est presque un acte de résistance. Prendre le temps de construire la confiance, de vérifier que le désir est partagé, d'accepter que tout ne se passe pas en une soirée, en un swipe, en 3 messages, c'est peut-être cela le nouveau romantisme. Ralentir dans un monde qui s'accélère. Mais ce changement de rythme, de ton, de regard suppose aussi un travail plus vaste, une transformation des mentalités, et cela commence dès l'éducation. Apprendre aux garçons qu'ils ont le droit d'être sensibles, qu'ils ne sont pas faibles s'ils doutent. Apprendre aux filles qu'elles peuvent exprimer leurs désirs, prendre l'initiative, refuser les jeux de pouvoir déguisés en galanterie, déconstruire les stéréotypes sans pour autant effacer les différences, les accueillir, les apprivoiser, les mettre en dialogue. Dans certains pays, cette révolution est déjà en marche. En Suède, au Danemark, en Islande, les cours d'éducation affective et sexuelle inclut des modules sur le consentement, sur les émotions, sur les relations saines. On y apprend que séduire, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas gagner, ce n'est pas prendre, c'est proposer, c'est inviter et c'est accepter que l'autre refuse, sans colère, sans pression et avec dignité. Ces approches ne sont pas parfaites, elles ne règlent pas tout, mais elles ouvrent des portes. Elles montrent que d'autres modèles sont possibles, que l'on peut aimer sans dominer, que l'on peut désirer sans posséder, que l'on peut plaire sans manipuler. Et cela commence par une intention, une posture et une éthique. Et cette éthique, elle n'est pas réservée à une élite éclairée. Elle est accessible à tous, à chacun, même à ceux qui ont grandi dans d'autres codes, même à ceux qui se sentent rejetés, incompris, moqués. Car au fond, la séduction, ce n'est pas une affaire de performance, c'est une affaire de présence, de disponibilité et d'attention. Être séduisant aujourd'hui, ce n'est pas forcément être beau, être riche, charismatique. C'est savoir être là, entièrement, savoir dire « je te vois, je t'écoute, je ne veux rien t'arracher, je veux juste t'inviter à être avec moi un moment, libre, curieux et en sécurité ». Et dans cette vision, il n'y a pas de rôle figé. L'homme ne doit pas être celui qui conquiert, la femme celle qui se fait désirer. Tous les deux peuvent proposer, attendre, refuser et construire. Tous deux peuvent être forts et vulnérables,
assuré et hésitant, tendre et passionné. Bien sûr, cette vision ne plaît pas à tout le monde. Certains y voient une perte de magie, d'autres une menace. Mais peut-être il faut accepter que la magie d'avant reposait aussi sur des illusions, sur des rapports inégalitaires, sur des silences pesants, et que la magie de demain peut naître d'une vérité partagée, une fragilité assumée et d'une complexité libre. Alors, que faire concrètement? Peut-être commencer par parler vraiment avec ses proches, ses amis, avec ses partenaires, dire ce que l'on ressent, ce que l'on attend, ce que l'on ne comprend pas, briser les tabous et surtout écouter, non pas pour répondre, mais pour apprendre. Peut-être aussi sortir des bulles, ne pas se contenter des discours que l'on aimerait entendre, aller voir ce que vivent les autres, ceux qui pensent autrement, ceux qui souffrent en silence, ceux que l'on caricature, car la séduction c'est avant tout une rencontre, et toute rencontre commence par un déplacement. Et enfin, se rappeler que personne n'a toutes les réponses, que chacun tâtonne, que c'est normal de douter, d'échouer, de recommencer. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est de rester ouvert, disponible et présent. La séduction de demain ne sera peut-être pas plus simple, mais elle peut être plus belle, plus juste, plus vraie. Elle ne mettra pas fin à toutes les blessures, à toutes les incompréhensions, mais elle peut ouvrir des chemins, des possibles, des espoirs. Alors posons la question ensemble. Et si séduire, ce n'est plus convaincre, mais rencontrer? Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu attends d'une vraie rencontre? Laisse ton avis en commentaire. Et c'est aussi dans nos échanges que la suite s'écrit. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.